ピパの格闘チャンネルへようこそ。Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode de Pipa no Kakuto, dans lequel on va faire le top 10 des meilleurs boxeurs japonais de tous les temps. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, d'avoir une chaîne pour moi dédiée à la boxe japonaise. Donc on va s'y mettre dès aujourd'hui. Je trouvais que c'était intéressant de commencer par les 10 meilleurs boxeurs de l'histoire du Japon, parce que c'est vrai que la boxe actuelle japonaise est vachement mise en avant, mais qu'il y a eu beaucoup de monde dans l'histoire de la boxe qui a été très très bon et qui a eu des très bons résultats. Du coup, je trouvais que ça permettait de faire une belle introduction à la boxe japonaise. Donc voilà, j'ai fait quelques recherches. Évidemment, c'est subjectif, hein. J'ai pris les 10 plus grands, pas les 10 meilleurs exactement, il y a une petite différence entre les deux. Et parce que je me suis dit que prendre le palmarès surtout en considération, ça permettrait d'aller dans différentes générations et donc pas juste de comparer qui est le meilleur entre un boxeur des années 60 et un boxeur des années 2000-2020. Et avant de commencer ça, je voudrais juste vous parler un petit peu de pourquoi j'ai créé ce podcast et ce que je veux faire avec. Alors, notamment, je veux me spécialiser dans la boxe japonaise, les arts martiaux japonais, parce que là, on va beaucoup parler de boxe, mais dans le futur, on parlera également de kickboxing et également de MMA. Euh, mais surtout, c'est parce que prochainement, je vais faire un voyage au Japon de plusieurs mois où je vais faire des vlogs à Tokyo, à Osaka, différentes villes japonaises où je vais essayer d'avoir des interviews de boxeurs japonais ou de coachs japonais, de faire un peu l'histoire également de la boxe au Japon, de couvrir des événements et donc vraiment de permettre au public français d'être au plus proche de la boxe au Japon. C'est vraiment quelque chose qui me motive. Je suis en train d'apprendre la langue pour pouvoir vous donner ce contenu également. J'ai fait beaucoup de choses auparavant dans les sports de combat, sur Twitter notamment. J'avais commencé par écrire pour un site américain qui s'appelle The Fight Site, où je couvrais le MMA et la boxe anglaise. Et après ça, j'ai fait quelque chose qui s'appelait Sweet Punch Memories, où je couvrais également la boxe et beaucoup le Muay Thai quand j'allais en Thaïlande. Mais bon, comme le Muay Thai, c'est un sport qui est un peu en évolution et qui change vers quelque chose qui me plaît un peu moins. J'ai un peu laissé de côté le Muay Thai pour vraiment me pencher sur la boxe japonaise, qui est ce qui me plaît le plus en sport de combat. Et le contenu qu'on peut avoir en France, il est pas forcément super simple parce que le Japon lui-même est un pays particulier. Il y a la barrière de la langue également. La diffusion ou la facilité à trouver des vidéos, c'est pas toujours ça pour quand on est français. Et également, je trouve que voilà, on en parle pas assez alors que c'est d'un très très haut niveau. Donc voilà, ce podcast, si vous aimez la boxe, vous êtes curieux à propos de la boxe et du Japon, j'espère que ce sera fait pour vous et que ça vous plaira beaucoup. Voilà, donc là, aujourd'hui, on va entamer le top 10 des plus grands boxeurs japonais. Évidemment, il y a beaucoup de boxeurs qu'on aurait pu mentionner. Pour le bien de la vidéo, j'ai pris mon top 10 à moi. On va commencer d'ailleurs tout de suite par le numéro 10. Et donc, pour ouvrir ce classement, à la place numéro 10, on va trouver Kuniaki Shibata, un boxeur dont j'adore le style et qui a eu un impact important sur la boxe japonaise, notamment pour son style, plus que par son palmarès, forcément. On va revenir tout de suite sur son style, mais juste avant, je voulais parler un peu de cette place numéro 10, qui était très difficile à déterminer parce qu'il y a obligé de laisser beaucoup de boxeurs à la porte, à l'entrée du top 10, parce qu'il y en a beaucoup que j'aime bien, mais voilà, il fallait faire un choix. Et pourquoi lui et pas un autre? Shibata, je l'ai mis parce que il a la deuxième plus grande victoire de l'histoire de la boxe au Japon, puisqu'il a vaincu Vicente Saldivar, un boxeur mexicain de très, très grande qualité, un gaucher exceptionnel qui a eu une carrière, incroyable, une énorme domination sur la catégorie, dans les années 60 et 70, surtout les années 60. Alors certes, quand Shibata l'a vaincu, Saldivar était vraiment en fin de carrière. Je pense qu'après le combat contre Shibata, il a dû faire peut-être 2 ou 3 combats avant de prendre sa retraite définitive. Mais malgré tout, lorsque Shibata va le prendre au Mexique, Saldivar il est quand même sur 20 combats sans défaite. Donc voilà, c'est sur une série où il est effectivement en perte de qualité, mais il continue de gagner. Et c'est le premier combat de Shibata en dehors du Japon. Donc voilà, avoir à aller affronter, il me semble que c'était à Tijuana, Saldivar, pour obtenir cette victoire, c'était quand même une victoire monumentale pour la boxe japonaise. Et en plus, c'est fait avec la manière, le combat est disponible sur YouTube en plusieurs parties, mais vous pouvez le regarder. Vous verrez que Shibata, c'est un boxeur qui avait énormément de style et beaucoup de qualité, très élégant également. Il avait un petit défaut, c'est que son menton était pas c'était pas le menton de Golovkin, on va dire. Mais donc, il a perdu, je crois que les 6 combats qu'il a perdus, il y en a 5 qu'il perd par KO et ça lui est arrivé de perdre des combats par 1er round, 3e round. Donc ça arrivait qu'en début de combat, il se fasse toucher et que voilà, il n'arrive pas à revenir dans le combat. Mais à part ça, il a quand même un palmarès super intéressant.
et surtout, je me disais, c'était un très, très beau boxeur. Il a notamment mis en avant, les crochets au corps. Lui était droitier, donc orthodoxe, et il avait une capacité assez phénoménale à trouver, 3 crochets au corps d'un coup, en évitant le jab de son adversaire, par exemple. Il a vraiment mis ça en avant. Si vous regardez ses combats, vous allez voir, je pense, très rapidement cette série d'enchaînements où il met 3 coups au corps avec le crochet du gauche et ensuite enchaîne. C'était vraiment, vraiment une de ses spécialités. C'est également un boxeur qui était, super fort, à la distance. En mi-distance, pas trop, mais très fort dans la poche. Du coup, vous allez voir qu'en termes de gestion de distance, ses combats, c'est vraiment quelque chose à voir. Il était extrêmement fort pour feinter à distance, en restant loin, forçant son adversaire à lancer un coup, souvent un coup linéaire, par exemple, que ce soit le jab ou le cross derrière. Et il passait en dessous et allait contrer dans la poche rapidement. Et franchement, quand vous le regardez, c'est presque de l'escrime. Il y a beaucoup, beaucoup de fois où il force son adversaire à faire cette erreur et à couper la distance et aller faire énormément de dégâts là-bas. Alors franchement, c'était, vraiment très agréable à regarder sa carrière, et c'est un style qui a évidemment eu beaucoup d'impact sur, les boxeurs qui sont arrivés après avec un style un peu plus, karatéka, très mobile sur les jambes et qui avait une gestion de la distance et une capacité à couper cette distance très, très rapidement, et Shibata, c'était l'un de ceux qui le faisait le mieux. Également, Shibata, il a un autre combat à son palmarès, un match nul, décision partagée, mais match nul contre Ernesto Marcel, qui est un autre boxeur, fantastique. Vraiment, c'est vraiment un de mes boxeurs les préférés à regarder. Le Panaméen. Alors, Shibata, il a eu la décision partagée, match nul parce que c'était au Japon. En vérité, il a perdu ce combat, mais c'est quand même un combat où les 2 montrent toute l'étendue de leur talent, et je vous conseille vraiment de regarder ça si, vous n'êtes pas trop habitué à la boxe un petit peu plus ancienne. Vous pouvez regarder le combat de Marcel et de Shibata, c'est pas un la qualité est pas trop mauvaise, et vous allez voir que le jeu de jambes d'Ernesto Marcel et également celui de Shibata qui arrive quand même à suivre. Ernesto Marcel était déjà très, très, très avancé pour l'époque. Et donc voilà, Kuniaki Shibata, il méritait un petit peu, d'ouvrir ce classement parce que il a eu une énorme victoire. Il a été dominant, 2 fois champion du monde en featherweight, puis il a été une autre 3e fois champion du monde. Pour chaque combattant du top 10, je vais vous inviter à regarder un combat, sur YouTube. Donc, là, par exemple, celui que je vous recommande, c'est d'aller voir, le combat contre Ernesto Marcel dont j'ai parlé un petit peu avant, où certes, c'est un match nul où Shibata est quand même un petit peu dominé, mais le combat est sur YouTube et il est en assez bonne qualité, donc voilà, je vous recommande d'aller regarder au moins les highlights ou regarder ce combat, et on va faire ça pour, tous les combattants du top 10. Et donc à la place numéro 9, on a Ozumi Hasegawa, un boxeur plus moderne, lui qui a combattu dans les années, 2000-2010. D'ailleurs, Ozumi Hasegawa était difficile à placer également parce que c'est un boxeur de très grande qualité, mais il est arrivé un peu juste avant cette nouvelle génération de boxeurs japonais qui s'est mis à dominer le monde. Il est juste la génération d'avant, donc il est un petit peu oublié, il avait le train un petit peu trop tôt, mais il a quand même fait de grandes choses. Il a été champion dans 3 divisions différentes déjà, ça c'est quelque chose déjà, faut pas l'oublier. C'était également un combattant avec un style incroyable, un gaucher avec un long bras gauche, qui touche énormément, beaucoup de pieds de pivot, très agréable à regarder, très élégant, et qui a fait beaucoup, beaucoup de bonnes choses pour la boxe, au Japon. Donc il a été champion en bantam, en feather et en super bantam. Il a défendu un de ses titres plus d'une dizaine de fois, donc ça également la discipline et la régularité, ça joue quand même, dans le classement. Pourquoi il peut pas être non plus être, 7, 6 ou 5? Parce qu'en au-dessus, il y a juste beaucoup trop de mecs qui ont eu un impact immense sur la boxe au Japon, mais, mondialement. Et donc lui, voilà, il a dominé sa catégorie vraiment avec un style que j'apprécie beaucoup, très calme, malgré qu'il a un volume, de boxe assez important. Mais tout ce qu'il fait est très, très élégant également, c'est vraiment plaisant à regarder, et il a eu des excellents KO, il a eu de très, très, très beaux KO, et que je vous dis souvent, très fort pour travailler en linéaire, donc en jab et cross, et de pivoter derrière et d'après enchaîner les attaques au corps malgré qu'il soit grand et long, et il a posé énormément de problèmes à tous ses adversaires. Il y a pas vraiment un adversaire qui lui a roulé dessus, facilement. Voilà, il utilisait souvent le pivot pour sortir de l'axe après, chaque attaque, créer des angles courts et travailler dans la poche. Ça, c'était vraiment, vraiment quelque chose. C'est ce qui ressort le plus quand je pense à lui, c'est, bah, son bras gauche, parce que je le vois, envoyer le bras gauche, le direct, et de toucher beaucoup, beaucoup de fois à ses adversaires et de toujours ressortir proprement. C'est rare qu'il se fasse, contrer derrière. Sa 3e victoire pour le titre, il l'a eu en battant Hugo Ruiz en 2016, ce qui était son dernier combat, et c'est le combat que je vous recommanderais de regarder, pour Hasegawa. Pareil, c'est sur YouTube. Vous pouvez le trouver assez facilement. C'est un excellent combat malgré qu'Hasegawa soit du coup, en fin de carrière puisqu'il prend sa retraite derrière.
Mais il a encore un niveau tout à fait respectable. Et c'est un combat qui est super sympa, beaucoup d'action. Donc voilà, si vous voulez découvrir un peu Hasegawa, qui est un peu dans la génération perdue de la boxe japonaise, mais qui est le meilleur de cette génération perdue, je vous conseille d'aller regarder son combat contre Hugo Ruiz. Alors, à la place numéro 8, on a Junto Nakatani, l'une des stars de la boxe japonaise actuelle. Évidemment, comme il est toujours en cours d'activité, il est né en 98, il a encore beaucoup d'années devant lui. Il pourrait se retrouver dans quelques années bien plus haut dans ce classement. Pour l'instant, je l'ai mis à la huitième place. C'est assez débattable où est-ce que vous pouvez le mettre pour le moment. En termes de qualité pure, il pourrait être plus haut, mais même s'il a déjà commis beaucoup de très bonnes choses dans la boxe, il est champion dans trois divisions déjà. Mais surtout, c'est son style qui est incroyable. Et puis lui, il a un style intéressant parce il s'écarte un peu de la tradition de boxe nippone. Il est un peu différent parce que lui, il s'entraîne principalement à Los Angeles. Et donc sa boxe est plus explosive, elle est plus créative également, un peu plus folle entre guillemets parce qu'il prend énormément de risques, il prépare pas forcément toutes ses attaques de manière traditionnelle comme on l'attend d'un boxeur élégant ou pur, mais il a de la dynamite dans les mains et dans les jambes, il est incroyable athlétiquement. C'est peut-être avec Inoue et deux, trois autres personnes, l'un des meilleurs athlètes de la boxe au Japon. Et donc il a déjà fait énormément de bonnes choses, comme je disais. Il a été 3 fois champion du monde. Il a 31 combats actuellement à son actif, 24 KO. Pour cette catégorie de poids, c'est immense. Nakatani, en plus, il a ce truc-là pour lui que au mois de mai prochain, s'il gagne son prochain combat en décembre, pardon, au mois de mai prochain, il pourra affronter Naoya Inoue au Tokyo Dome. Alors évidemment, le gagnant de ce combat gagnerait beaucoup de place dans le top 10 pound for pound. Et sur l'histoire du Japon, ce sera un impact immense. C'est peut-être le plus gros combat entre Japonais. Je ne sais pas s'il sera capable de gagner ce combat. Ça, c'est une autre discussion. On en parlera évidemment énormément sur cette chaîne au moment du combat. Mais c'est ça, c'est là vers lui donc, de défier le meilleur japonais du moment. Nakadani, je pense qu'il est arrivé sur la scène en 2020-2021. Enfin, il était déjà présent avant, mais les gens ont commencé à le connaître lorsqu'il a mis KO Andrew Moloney pour obtenir c'est une ceinture en plus. C'est un KO que vous avez tous vu, le crochet du gauche à la fin de combat où Moloney il tombe et il va pas se relever avant un bout de temps. C'était un KO stratosphérique qui montrait la puissance qu'il a. Et cette performance en général était exceptionnelle. Il avait extrêmement bien combattu contre Moloney, que ce soit dans la poche, à distance, le rendant extrêmement, extrêmement dangereux. Je pense que c'est vraiment ce combat-là qui l'a fait exploser. Et ensuite, il a acquis un autre titre contre Santiago. Et moi, je voulais surtout parler de ça. Après, il a défendu son titre 3 fois, mais je voulais vous parler également de son dernier combat contre Yosuke Nishida, où en fait, contre Nishida, il a fait d'excellentes choses, Nakatani, parce que Nishida, c'est un gaucher également qui est dur à manœuvrer. Notamment Nishida, même s'il a que 11 ou 12 combats pro, il a quand même battu Medina assez facilement il y a 3 4 combats. Medina, il vient de battre Yoshike Takei pour devenir champion du monde également. Et il l'avait contrôlé, mais du début à la fin. Et Nishida, c'est un gaucher qui alors n'est pas aussi puissant évidemment que Nakatani, mais qui lui est extrêmement technique, très propre dans tout ce qu'il fait. Et donc il y avait vraiment cet affrontement quand ils se sont affrontés là en mai ou en juin, cette année, de, la force et la créativité contre, la technique pure. Alors Nishida, il a pris ce combat un peu, à la bagarre, c'est-à-dire qu'il a pas cédé, il y allait un peu au plus résistant qui gagnerait et malheureusement ça lui a coûté. Il avait, l'œil qui était complètement refermé. Mais Nishida, vous entendrez parler, il redeviendra champion du monde. Donc voilà, c'est une grosse victoire pour moi qui a beaucoup de crédit pour Nakatani. Pour moi, c'est sa meilleure victoire. Et donc, c'est ce qui justifie sa place numéro 8 déjà dans l'histoire de la boxe japonaise, alors qu'il a encore beaucoup, beaucoup d'années devant lui. Et donc, à la place numéro 7, on va retrouver Yoko Gushiken qui venait de Okinawa, qui est une bonne transition avec Nakatani, parce que Nakatani, c'est en quelque sorte, c'est un peu le fils spirituel de Yoko Gushiken. Qui avait un style également gaucher avec énormément de pression, très créatif. Pareil, venant d'Okinawa, qui avait une influence de la boxe américaine également. Euh, et donc les deux se ressemblent un peu, même si Nakatani, je pense, aura des meilleurs résultats et aura plus d'impact sur la boxe japonaise, mais dans les années 70, star incroyable. D'ailleurs, après sa carrière qui est très courte, il est également resté dans les médias japonais, notamment présent dans les émissions de télé, où c'est quelqu'un de très connu au Japon. C'était vraiment le japonais le plus cool de cette génération. Pourquoi il est septième donc s'il est si bien que ça? C'est parce que sa carrière est très très courte. En 7 ans, il y a quand même 24 combats.
dont 15 KO et une seule défaite. D'ailleurs, c'est après sa défaite par KO qu'il va prendre sa retraite. Mais c'est vraiment un boxeur qui est, alors là, très important culturellement dans l'histoire de la boxe japonaise. Il a quand même défendu 13 fois son titre en 24 combats, donc la plupart de ses combats, c'est quand même à un niveau très très important. Mais c'est surtout la manière avec laquelle il fait qui lui vaut la place de septième. Parce que voilà, son style est vraiment, vraiment super cool à regarder. Il est vraiment en avance sur son temps. Je vous invite à aller regarder des highlights de Yoko Gushiken. Pareil, c'est des angles de partout, de la pression constante, extrêmement fort également pour placer son bras gauche. Et le trouver avec le crochet du droit derrière, c'est vraiment une coordination bras droit, bras gauche qui était exceptionnelle. Un cardio de fou et beaucoup de plaisir à être dans le ring. Ça se voit énormément. C'est un mec qui aimait se battre et qui, dans 95% de ses combats, avait toujours le dessus. Donc là, il a vraiment, vraiment dominé les quelques années qu'il a fait. Vraiment une étoile filante de la boxe japonaise. Euh, ouais, c'était vraiment le Jimi Hendrix, on va dire, de la boxe japonaise. Il était vraiment super cool. Et il a quand même eu des résultats également très bons, hein. Il a battu des mecs qui étaient super forts, comme Martin Vargas, par exemple, un boxeur chilien de très grande qualité. D'ailleurs, ça va être le combat que je vous invite à regarder. Il est sur YouTube en assez bonne qualité, le combat contre Martin Vargas. Regardez ça, ça vaut carrément le coup. Un boxeur instinctif plus qu'autre chose. Vraiment un mec libre, un peu freestyle, très instinctif, comme Nakatani a tendance à faire. Mais malgré tout, super intelligent. C'est-à-dire que ça prend des risques, mais des risques calculés. Et il commençait toujours ses combats assez tranquillement. Et après, la pression augmentait round par round. Et comme j'ai dit, avec un cardio incroyable. Et souvent, au septième, huitième, neuvième round, ça commençait à être très, très, très dur pour ses adversaires. Et plus les rounds avançaient, plus son volume augmentait. Ce qui devenait un vrai problème pour les boxeurs de cette époque. Mm. Et il avait également ce petit truc en plus que d'autres boxeurs de l'époque n'avaient pas, ou même des époques d'après hein, d'ailleurs, c'est que malgré que ce soit un mec qui mette, un boxeur avec qui met beaucoup de pression, c'était également un excellent contre-attaquant. Donc souvent on avait cette idée que tu as soit le boxeur qui travaille à distance, qui recule et qui a un bon contreur, ou celui qui avance, qui est un peu plus rugueux et qui travaille au corps, alors que lui, malgré la pression qu'il mettait grâce à son jeu de jambes supérieur, mais également donner des fausses indications à ses adversaires pour qu'eux balancent leurs coups de poing et les contrer derrière. Il est cadré exceptionnellement bien et arriver à contrer derrière. Et ça, c'était quelque chose qui perturbait énormément ses adversaires à l'époque. Et je pense que c'est de ça, son jeu de jambes et cette capacité à être un peu fou mais intelligent, que les gens retiennent le plus de Yoko. Et qui a vraiment eu donc un impact super sur la boxe. Et à la place numéro 6, on va trouver Kosei Tanaka, un boxeur que j'adore personnellement, qui a pris sa retraite cette année, après pas mal de combats quand même, malgré qu'il ait explosé très très vite sur la scène japonaise. D'ailleurs, Tanaka, ça représente vraiment ce qui arrive de plus en plus au Japon, c'est que après quelques combats pro, boum, on monte directement affronter l'élite et les combattre pour des titres mondiaux. Et ça, c'est ce qu'il a fait très rapidement parce qu'il il était 3 fois champion du monde, enfin champion du monde dans 3 catégories différentes avant 25 ans. Et ça, en boxe, c'est quand même très rare. Et Tanaka, il a vraiment été envoyé sur une piste très, très, très rapide, fast track, comme on dit en anglais. Et la boxe de Tanaka, c'est vraiment la générosité. Quand c'est Tanaka, il a eu des combats incroyables. Celui que je vais vous recommander, c'est son combat contre Sho Kimura. En qualité, Sho Kimura, il aurait presque pu être dans ce top 10, qui était un des meilleurs combats de l'année 2018. C'est vraiment la boxe japonaise dans sa version la plus simple. C'est vraiment, on va au front et c'est le plus dur qui gagnera. Et c'est des échanges incroyables, du volume à jamais se terminer, un rythme incroyable. Et Tanaka, il montre un cœur, mais immense. Là, pour gagner ce combat, c'est incroyable ce qu'il fait. Et c'était vraiment un candidat, ce combat, c'est un candidat sérieux au meilleur combat de 2018. Mais je pense qu'il est dans la discussion des meilleurs combats de la décennie 2010. Donc, si vous avez jamais vu ce combat, il est disponible sur YouTube. Je vous invite grandement à regarder Kosei Tanaka versus Sho Kimura. Si vous n'avez pas le temps de regarder les 10 combats que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment celui-ci que je vous demande que je vous conseille de regarder en priorité. Et donc, Tanaka, il est né à Miyazaki en 1995, mais il a rapidement déménagé à Nagoya, où d'ailleurs il a rejoint la salle de boxe qui s'appelle Seoul Boxing Gym, qui est une salle très connue à Nagoya, qui a créé beaucoup de jeunes champions dans la boxe japonaise.
et notamment grâce à son coach Kiyoshi Atanaka, qui lui-même a été champion WBC des super bantam, qui a notamment affronté Gilberto Roman, pour ceux qui connaissent. Et c'est un excellent coach vraiment, et il fait énormément de travail avec Tanaka et il l'a fait progresser très très rapidement, ce qui explique que Tanaka, très tôt dans sa carrière, s'est retrouvé à affronter des mecs bien plus expérimentés que lui. Premier combat pour être champion du monde, c'est après 5 combats. Donc vous voyez à quel point on l'a envoyé directement affronter l'élite. Et donc Tanaka, qui est un mec super timide et cool dans la vie, dans le ring, c'est vraiment l'explosion. C'est de la générosité, du volume, tout en restant technique également, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques et un peu de défense, pas énormément, c'est ce qui va lui coûter un peu plus tard dans sa carrière. Mais malgré tout, ses capacités offensives lui ont valu de remporter énormément de choses et surtout de remporter le cœur du public japonais et du public mondial. C'est un boxeur, si vous regardez un petit peu ses highlights ou quelques combats, vous allez tout de suite être très attaché à lui parce que c'est énormément d'efforts et de générosité. Qui a pas peur d'échanger même contre des gros punchers. C'est-à-dire qu'il a jamais vraiment changé sa stratégie, peu importe la personne en face, c'est toujours d'avancer, d'exploser. Mais son fighting spirit, sa détermination a toujours été extrêmement haute. Les rares fois où il a perdu, c'est parce que son corps a lâché, mais lui, son état d'esprit, franchement, il a jamais lâché. Il a vraiment eu des combats qui ont fait voilà sa popularité et sa légende au Japon. Après, ce qu'on peut lui reprocher à Tanaka, c'est pas de manquer de boxing IQ, mais c'est de trop en vouloir, peut-être d'être trop généreux. C'est-à-dire que dans des combats où il avait beaucoup d'avance, il continuait à attaquer, à attaquer, à attaquer, à rester très longtemps dans la poche, et ce qui lui a causé parfois de se faire contrer, et donc de prendre un down, et que le combat se rééquilibre, ou voilà, de pas faire des choix toujours judicieux. Mais c'est difficile d'en vouloir à quelqu'un qui a juste trop, trop d'envie et trop d'énergie et qui veut en découdre constamment. Également, Tanaka, il a eu beaucoup de mal avec les adversaires qui étaient un peu plus longs, ceux qui étaient un peu plus grands que lui. Pour lui, c'était très difficile de couvrir ce jab et d'avancer contre un jab de qualité. C'est l'une des petites limites techniques qu'on peut mettre à son arsenal, que dans la poche, il était quand même extrêmement impressionnant et rapide et créatif, mais que parfois, refermer cette distance, c'était un petit peu compliqué pour lui. Tanaka, il aura également un combat contre une autre personne qu'on va mentionner dans ce top 10 prochainement, Kazuto Yoka. Et ça, c'était un combat qui était très important dans sa carrière. Tanaka voulait absolument prouver que lui aussi était au même niveau que Kazuto Yoka, ou même peut-être même plus, encore plus fort que lui. Et bon, ça s'est pas bien terminé pour lui ce combat-là. On en parlera un peu plus tard quand on va parler de Yoka. Mais c'est un des moments de sa carrière qui a vraiment fait, qui a ralenti un peu sa progression ou continué sa domination parce que, il avait beaucoup d'espoir dans ce combat et c'est un peu une désillusion pour lui de ce retour à la réalité qu'en fait, il y avait quand même certains niveaux en boxe qu'il aurait du mal à atteindre. Et donc, on arrive au top 5 de ce classement des 10 plus grands boxeurs de l'histoire du Japon. Et à cette place numéro 5, moi j'ai Kenshiro Teraji, un boxeur que j'adore. Et honnêtement, mettre le mec cinquième, c'est même pas du favoritisme, c'est vraiment parce qu'il a eu un impact incroyable sur la boxe au Japon. Sa carrière n'est pas terminée, même s'il est quand même plus proche de la fin que du début ou du prime de sa carrière, mais il a encore des choses à faire dans la boxe actuelle et il pourrait encore avoir quelques gros combats, on en reparlera plus tard, mais il est loin d'être fini malgré sa dernière défaite contre Ricardo Sandoval il y a quelques mois. Il recombat bientôt, d'ailleurs, le 27 décembre. Et s'il gagne ce combat face à lui, il pourra affronter d'autres mecs super intéressants. Donc voilà, peut-être qu'il sera encore plus haut dans quelques années s'il réussit un ou deux miracles. Euh, Quand je pense à Kenshiro Terji, déjà, c'est un mec adorable. C'est vraiment un mec super gentil, qui a vraiment pas l'aura d'un killer quand vous le croisez comme ça hors ring, mais qui dans le ring est parfait. Il vient également d'une famille de boxeurs. Son père, Hisashi Teraji, c'est un ancien champion au PBF, qui a fondé également une salle dans laquelle Kenshiro s'est beaucoup entraîné, évidemment. Euh, Comme je disais, c'est un mec qui est super discipliné, mais que tous ceux qui l'ont rencontré ont la même chose, c'est qu'il a le sens du détail. C'est-à-dire que c'est un mec qui va à l'action. C'est un boxeur japonais, donc il y a énormément de volume, très généreux, ça va à la bagarre, mais ça fait énormément d'ajustements dans la bagarre. Et en plus, il a un jab super, super propre, un beau technicien généreux. C'est vrai que ce qui marque le plus quand on commence à regarder les combats de Kenshiro, c'est son jab, sa capacité à utiliser le jab et aller en retrait.
jab, pivot, ou jab et travail au corps, ou doubler le jab pour ensuite mettre son bras arrière derrière et enchaîner dans la poche. Il a vraiment énormément de capacités et de choses qu'il peut faire. Donc ça lui donne une capacité d'ajustement qui est très importante. Et parfois, il fait des ajustements très instinctifs comme ça, sans qu'on les voit venir. Également le rythme qu'il installe avec son jab, c'est assez incroyable. Il a eu énormément de réussite dans sa carrière. Il a été champion du monde plusieurs fois. Mais surtout, c'est la liste des combattants qu'il a affrontés qui est très impressionnante. Et la manière dont les combats sont gagnés, c'est énormément de chaos ou énormément de vraies guerres. Il a vraiment un règne solide, propre, précis contre des adversaires très variés. Ça, c'est ce qui joue pour moi dans son classement numéro 5. Un combat majeur aussi au Japon contre Kyoguchi, qui était invaincu, considéré comme un des meilleurs poids légers du monde et du Japon. Un masterclass, masterpiece. Genre, il l'a vraiment dominé, il le casse, il l'arrête. Enfin bref, c'est vraiment énormément de domination. C'est l'un des combattants les plus techniques, je pense, de sa génération. Ouais. Dans Quand il était dans son prime, il a quand même subi une défaite contre Yabuki. Et c'est une défaite je crois, au round 10 ou 11, je me rappelle plus. Mais ça tombe sur un KO en fin de combat où on s'y attend pas trop, en fait. C'est un combat qui est très disputé, qui est de grande, grande qualité d'ailleurs. Et voilà, à un moment, il se fait attraper vers la fin de ce combat et ça marque un petit temps d'arrêt quand même dans ce qui était un enchaînement de victoires impressionnantes. Donc il a pris un rematch contre Yabuki et il a gagné ce combat en 3 rounds. Donc voilà, il a réglé ce problème très rapidement. Ce qui était marquant dans ce combat, c'est la capacité de Kenshiro à avoir une double arme. C'est-à-dire que quand il se tournait vers sa gauche pour éviter le jab de Yabuki, il présentait le crochet du gauche au corps qui avait déjà fait beaucoup de dégâts et également le bras droit qui pouvait partir par-dessus. Et une simple feinte du bras droit lui a permis de trouver un crochet au foie et d'enchaîner avec son bras droit qui a couché Yabuki. Et c'était incroyable de voir à quel point la maîtrise de ses feintes et la mise en place de ses armes avait eu un effet sur Yabuki très rapidement, qui est un combattant très dur pourtant. Et ensuite, ça, il a enchaîné énormément de grosses victoires. Franchement, peut-être les 6 7 derniers combats de Kenshiro, c'est que des combats à voir. C'est des combats incroyables, des retournements de situation, et contre des gens de la catégorie qui sont tous champions du monde ou qui sont au niveau de champion du monde, des mecs qu'il a battus et qui sont redevenus champions du monde. Donc des victoires qui vieillissent très bien. Honnêtement, Kenshiro, moi je l'avais dans mon top 10 pound for pound avant qu'il perde contre Sandoval. C'était quelque chose que les gens discutaient souvent. Pour moi, il avait clairement sa place. Parmi les catégories de poids un peu plus légères, c'est difficile parfois d'avoir un vrai nom que les gens reconnaissent dans le monde ou qui donne de l'importance à vos victoires. Et pour moi, Kenshiro, il a marqué l'histoire de la boxe et il est beaucoup plus important que ce que certains le pensent. Donc du coup, voilà, j'étais très content de l'avoir à la 5e place de ce classement. Et ouais, bon, c'est difficile quand même de voir qu'il ira plus haut parce que il faudrait qu'il batte Bam Rodriguez ou qu'il aille chercher peut-être une autre ceinture. Il peut également aller chercher un troisième combat contre Yabuki Masamichi. Je pense que c'est une trilogie au Japon qui se vend très très bien. Et donc voilà, Kenshiro, il a quand même un impact sur la boxe phénoménal. Et je sais pas combien d'années il lui reste, mais en tout cas, faut regarder ses combats. Je vous invite grandement à regarder ses combats. Et si vous voulez regarder un petit peu de Kenshiro, bah, vous allez trouver des highlights très facilement sur YouTube. Mais je vous invite quand même à regarder le rematch, par exemple, contre Masamichi Yabuki. Vous verrez l'aisance technique et les capacités dont je parle. À la 4e place de ce top 10, on va trouver Hiroyuki Ebihara. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à placer Ebihara dans ce top 10. Non pas parce qu'il n'était pas un excellent boxeur, c'était un excellent boxeur, mais parce qu'il a une grande histoire et je voulais quand même mixer entre boxe moderne et la boxe des années 60. Mais ce qu'il a accompli dans sa carrière, voilà, ça le forçait à être top 3 ou top 4. J'avais vraiment du mal entre la place 3 et 4. Mais bon, voilà, je l'ai mis 4e. Au passage, Hiroyuki Ebihara, il a inspiré le Pokémon qui s'appelle, je pense, Tignon en France. Nous, on l'appelait Tignon enfin, ils l'ont appelé Tignon pour Mike Tyson, mais au Japon, sa version, c'est Ebiwara, comme son nom, Ebihara, du coup, voilà. Pour donner l'importance culturelle qu'il a. Juste un petit truc, j'avais noté quand même pour ça. En 1962,
Pour vous donner le rythme à laquelle les mecs boxent, c'était une dinguerie. 13 victoires, 9 KO. Donc en 1962, il a combattu 13 fois, il a gagné 13 fois, et dans ces 13 victoires, il y a 9 KO. Et c'est un poids mouche. Voilà, c'est pour vous montrer un peu le punch légendaire, c'est pour ça qu'il est connu d'ailleurs, Ebihara. Il a une histoire super intéressante. Ebihara, c'était un petit voyou qui était un peu paumé dans sa vie quand il était adolescent ou jeune adulte. Et un jour, je crois qu'il faisait genre une livraison pour un restaurant où il venait à un entretien d'embauche dans un restaurant. Et le restaurateur lui a demandé de faire du saut à la corde, ce qu'il a fait. Et il était tellement séduit par ses capacités athlétiques qu'ils ont fini par ouvrir une salle ensemble de sport. Et qui est devenu le QA Boxing Gym. Et cette salle-là a créé beaucoup, beaucoup de champions du monde. Donc voilà, il a commencé sa carrière à 19 ans. Il a enchaîné 6 victoires d'affilée. Et il s'est trouvé à la finale des débutants de l'Est du Japon. Si vous connaissez Hajime no Ippo, vous savez de quoi je parle en fait. Il y avait le Japon de l'Est et le Japon de l'Ouest qui s'affrontaient dans ces compétitions sportives. Et donc dans cette finale, il a non pas affronté Miyata ou Mashiba, mais Fighting Harada. On va en reparler un peu plus tard de Fighting Harada. Et donc bah ça c'est même si c'est un combat qui est resté dans un niveau local à l'époque, c'est le plus gros combat de l'histoire du Japon en termes de talents qui s'affrontent. Et donc Fighting Harada d'ailleurs déclara que Ebihara était un génie de la boxe, que ce qu'il faisait instinctivement était incroyable et qu'il frappait plus fort que tous les adversaires qu'il a eus. Suite à cette petite défaite au point contre Fighting Harada, il continue sa quête et il va avoir 29 victoires consécutives, ce qui est la troisième plus longue série de victoires de l'histoire de la boxe au Japon. Il a notamment battu Shori Aoki par KO au deuxième round, Katsuo Haga, pareil, qui est un mec qui a fait des Jeux Olympiques et qui deviendra champion du monde. Il a également vaincu le Thaïlandais Sathai Sionoi, pareil, qui lui sera champion WBA, WC des poids à mouche. Et également, il a vaincu Tsuyoshi Nakamura, qui ensuite aura une 10 défenses de son titre de champion du Japon. Donc voilà, à ce stade, il devient une star nationale parce qu'il gagne énormément de combats par KO, un peu comme Nakatani dont on discutait un peu avant. Il gagne énormément de combats par KO pour une catégorie de poids qui est très légère. Et surtout, on est dans les années 60. La boxe au Japon, c'est là depuis 1920-1925. On reviendra sur l'histoire du Japon d'ailleurs dans un autre podcast. Mais voilà, après-guerre, c'est vraiment la star avec Fighting Harada qui relance le Japon. Voilà. Et Bihara, il est également reconnu pour son direct du gauche. C'est vraiment ce qui fait sa légende. Si vous parlez des gens qui connaissent Ebihara au Japon ou dans le monde, ils vont vous parler le coup du rasoir, qui est son direct du gauche, qu'il avait un timing incroyable. Il a vaincu énormément de personnes avec ça. En japonais, on dit Kamisori Panchi. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils appellent le coup du rasoir. C'est un direct du gauche qui était tellement spontané, mécaniquement bon, qui transperçait souvent la garde de ses adversaires et il a eu énormément de knockdown et de knockout de cette manière. C'est vraiment ce qui fait son attrait numéro un. Il a eu des combats extrêmement importants également dans sa carrière, au-delà des 13 victoires dont je parlais en 62, par exemple en 1963. Ebihara, il a affronté le champion du monde thaïlandais Pon Phetch, une légende de la boxe thaïlandaise, qui a même une statue dans sa ville de Hua Hin, en Thaïlande, qui était le premier champion thaïlandais de boxe de l'histoire. Donc voilà, il avait battu par exemple Fighting Harada, Pascual Perez. Et donc voilà, c'est un grand, grand nom de la boxe thaïlandaise et de la boxe mondiale dans ces catégories. Et Ibihara, il l'a éteint au premier round. Première fois un knockdown avec ce coup du rasoir. Et après, il l'a enchaîné avec une série de volumes de coups qui fait à l'arrêt du combat. Alors oui, King Page aura sa revanche. Il battra de nouveau Ibihara, mais c'était une victoire qui était monumentale quand même. Et à l'époque, un des journalistes qui travaillait pour le Ring Magazine, Nat Fletcher, j'espère que je prononce son nom correctement, il a dit c'est pas un coup de poing de poids mouche, c'est un coup de poing de poids moyen, tellement il frappait fort et l'impact de ses coups était impressionnant. Au passage, dans sa carrière, comme ses combats sont assez brutaux et qu'il frappe extrêmement fort, il s'est fracturé le poing gauche 7 fois dans sa carrière. Mais il a toujours refusé d'abandonner. Euh, Par exemple, il y avait une anecdote en mars 1969, il affronte José Severino pour le titre WBA et il combat alors qu'il a la main anesthésiée. Parce que sa fracture de la main, c'était très mal guéri, il pouvait pas combattre autrement, mais il est redevenu champion du monde malgré tout.
Eddie Townsend, un entraîneur légendaire de boxe, avait dit à propos de Ebiara que c'était le boxeur le plus courageux qu'il ait jamais vu. Également, il termine sa carrière dans les années 70, en janvier 70 exactement, donc vraiment à la fin des années 60, après avoir perdu son titre dans une revanche contre Villa Campo, un autre très grand boxeur, et il avait combattu avec la main droite cassée et l'épaule gauche déboîtée. Donc voilà, Ebiara, il a donné tout ce qu'il avait à la boxe physiquement. Il est rentré avec rien. C'était un jeune délinquant de la rue qui avait pas grand-chose pour lui à part des capacités athlétiques. Et il a vraiment donné tout ce que son corps pouvait à ce sport. Du coup, Kanehira, qui était le cuistot qui a créé la salle avec qui il est devenu champion du monde, disait que Ebiara avait la plus grande puissance de frappe qu'il ait jamais vue. Et notamment, il avait créé une relation avec Fighting Harada qui était extrêmement proche. Fighting Harada avait même dit, j'ai pas pleuré pour la mort de mes parents, mais j'ai pleuré pour la mort d'Ebiara. Après sa retraite, Ebiara était devenu entraîneur, du coup, au QI Gym, la même salle où il a fait toute sa carrière. Et sa vie a basculé malheureusement en 1986 avec la mort de sa fille dans un accident. Très affecté évidemment par cette tragédie. Il a sombré dans l'alcoolisme sévère, il a développé une insuffisance hépatique et il est mort en 1991 à 51 ans. Donc voilà, il est décédé assez jeune et c'est quelqu'un dont la vie a vraiment commencé à partir du moment où il est rentré dans ce ring de boxe et tout ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il finisse du ring était incroyable. Et donc voilà, malheureusement, il a eu une fin de vie tragique, mais c'est quelqu'un qui a eu une importance immense dans la boxe japonaise. Euh, Notamment parce que c'était vraiment un destructeur. C'est quelqu'un qui il a détruit son corps à travers la boxe, mais également il a gagné tellement de combats par KO avec une telle force et une brutalité et un courage incroyable qu'il a vraiment marqué le cœur des Japonais. Ce dont on parle souvent de générosité, de capacité mentale des Japonais, ça vient vraiment de lui en particulier, de Ebihara, qui a vraiment créé ce monstre de physique et mental qui n'abandonnera jamais, peu importe les obstacles devant lui. Donc voilà, il mérite clairement sa place numéro 4. En vérité, il pourrait être 3 voire 2 c'est difficile, mais il est vraiment dans ces places-là. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu un impact énorme, énorme, énorme sur la boxe du Japon. Et d'ailleurs, je voudrais donner un petit hommage à Kyle, un ami à moi. Vous le connaissez sûrement sur Twitter au nom de Combat Chronicles, qui est un énorme fan de Ebihara. Et quand je discutais un peu avec lui de cette liste, me disait, il faut que tu montes Ebihara, il faut que tu montes Ebihara plus haut, plus haut. Parce qu'il l'adore et il trouve que c'est un des boxeurs les plus impressionnants de cette génération. Et à la place numéro 3 de ce classement des 10 plus grands boxeurs de l'histoire du Japon, un nom peut-être que vous connaissez et qui va peut-être vous surprendre qu'il soit aussi haut, c'est Kazuto Ioka. Alors, c'est le premier boxeur japonais à avoir été champion du monde dans 4 catégories de poids différents. C'est une des grandes raisons pour laquelle il est à ce top 3. C'est pas le seul à être devenu champion du monde dans 4 catégories, mais c'est le premier à l'avoir fait. Et également, il a quand même une longévité de carrière qui est très impressionnant. Moi, les quelques fois pardon, où je suis parti au Japon et voir les salles de boxe un petit peu et discuter un petit peu avec ce que je pouvais. De gens présents de ce niveau, je réalise à quel point Kazuto Ioka est une star immense au Japon, plus qu'à l'international, malgré qu'il ait combattu un peu partout. Parce que Kazuto Ioka, il combat souvent le 31 décembre de chaque année, et c'est toujours un immense événement. Et comme il a une carrière assez longue, c'est quand même quelqu'un en vérité enfin, voilà, qui est très très important au Japon, et sa carrière est vraiment très très bien d'ailleurs. Donc il est né en 89 à Sakai, près d'Osaka. C'est un mec d'Osaka. Kazuto Yoka, donc pas d'une des grandes salles de Tokyo, mais de Osaka. D'ailleurs, il s'entraîne dans la salle de son oncle, qui est également un ancien boxeur japonais qui a été champion du monde, euh, qui est un peu juste pour être dans le top 10, mais qui était un boxeur voilà, dans les années 80-90 de très grande qualité. Le palmarès pro quand même de Kazuto Yoka, actuellement, parce qu'il n'est pas encore à la retraite. Il combat encore une fois à la fin de l'année, et selon le résultat qu'il obtient, il pourra affronter Takuma Inoue au Tokyo Dome au mois de mai également sous la carte de Nakatani Inoue. Donc voilà, ce serait également, s'il obtient un titre en plus, ça ferait cinq fois champion du monde. Ce serait trop juste pour le passer numéro 2, mais consoliderait clairement sa place de numéro 3 pour moi hein, dans le top 10. Et donc son palmarès pro pour le moment, c'est 36 combats, 31 victoires, 16 KO, 4 défaites, un nul. En amateur également, il a plus d'une centaine de combats. Donc pour rappel, il a été champion WBA et WBC des poids minimum. Après, il a été champion WBA des mi-mouches, puis WBA des mouches, puis WBO et WBA des super mouches. Donc voilà, il est monté à chaque fois d'une catégorie et il a toujours trouvé du succès pour devenir champion du monde.
D'ailleurs, dans sa carrière amateur, il avait voulu faire les JO de Pékin, mais il a échoué 2 années de suite. Et donc, suite à ça, une fois que son rêve olympique il a disparu, il a décidé de quitter l'université après sa deuxième année et de passer professionnel. Il commence sa carrière professionnelle en 2009 et très rapidement, il va se retrouver à combattre l'élite mondiale. Notamment en 2011, le 11 février 2011, il affronte un Thaïlandais de Oledong Sitsmerchai, qui était champion WC des poids minimums. Et il le met KO au cinquième round après avoir lui-même été mis au tapis au deuxième round. Donc ça commençait mal, mais il a retourné la chose. L'arrivée à un titre la plus rapide seulement après 7 combats. Évidemment, ce record va être battu par Kosei Tanaka, dont on a discuté, qui, lui, après seulement 5 combats, va devenir champion du monde. Donc voilà, Kazuto Yoka, effectivement, il a eu beaucoup de succès très tôt. À vrai dire, il a perdu que 2 fois dans ses 20 premiers combats. Une fois en mouche contre le Thaïlandais Amnat. Un combat compliqué où beaucoup de clinch, difficile. En fait, c'est-à-dire que Yoka, si tu le laisses pas trop travailler à son rythme, c'est difficile pour lui. C'est un peu l'une des meilleures manières de contrer son jeu, c'est d'être constamment dans la rupture du rythme. Parce que sinon, il installe son propre rythme et il est extrêmement difficile à arrêter parce qu'il est très, très constant. Donc ça, c'était un premier échec, mais après, il est remonté dans une autre catégorie de poids. Il est encore devenu champion du monde. Jusqu'à ce qu'il perde contre Donny Nietes, le Filipino, qui est très bon également. Mais après ça, il a enchaîné encore beaucoup, beaucoup de victoires, très souvent au Japon. Et il y avait ce fameux combat, du coup, contre Kosei Tanaka, qui était un peu le combat de génération. Je vous ai dit, Yoka, il est né en 89 et Tanaka en 95. Et Kosei Tanaka pensait vraiment que ce combat allait le propulser à un niveau encore plus haut et qu'il allait mettre un peu à la retraite Yoka, qui avait déjà eu des idées de retraite, tout ça. Et bah, ce combat, du coup, c'était vraiment une démonstration de Kazuto Yoka, qui notamment montrait que son bras avant, le bras gauche, il est tellement versatile avec, il peut faire tellement de choses qu'il est bien au-dessus de Tanaka. Je pense notamment à son jab, évidemment, mais à son uppercut et surtout son crochet. Et la coordination qu'il a entre jab, crochet et uppercut, c'est des qualités du bras avant que tu retrouves pas forcément trop souvent dans la boxe japonaise. Si ce n'est la personne dont on va parler juste après, Naoya Inoue. Et voilà, Yoka, il avait fait des malheurs avec ça contre Tanaka. Je crois qu'il y a un knockdown au round 6, au round 5, au round 6, et au round 8, il le met KO, et c'est toujours avec un crochet du gauche qui sort soit par un uppercut, soit par un jab, donc soit il crochette derrière le jab, soit il trouve l'uppercut. Peu importe la distance, un crochet long, crochet court, il sait vraiment tout faire là-dessus. Et ouais, Tanaka, c'était très compliqué pour lui. Et donc ça, c'était une grosse victoire pour Yoka pour conforter sa place comme l'un des top, top, top boxeurs japonais. Et suite à ça, bah, il a continué à gagner beaucoup de combats. Il a eu un match nul, mais qu'il a remporté derrière contre Franco. Et là, après ça, il a terminé sa carrière en est au point où et il a perdu ses 2 combats contre Fernando Martinez, qui vient de perdre contre Jesse Rodriguez, mais qui est un bon boxeur. D'ailleurs, le rematch contre Martinez, on peut le donner à Yoka. Ça se joue en vrai, c'est un combat un peu plus serré que le premier. Le premier est un super combat, notamment le round 7, mais dominé par Martinez. Le rematch, franchement, ça aurait pu jouer pour Yoka. Mais bon, comme je vous ai dit déjà au début, il a encore beaucoup de cartes à jouer, Kazuto Yoka, pour aller chercher un cinquième titre mondial. Kazuto Yoka, il a eu quelques polémiques et problèmes dans la presse également japonaise, notamment ses mariages et divorces ont été beaucoup suivis par la presse japonaise. Également, il avait un souci avec la commission japonaise par rapport à un tatouage, notamment le combat contre Kosei Tanaka. Il a une espèce de manchette sur le bras gauche. Et effectivement, normalement, les athlètes japonais sont censés recouvrir leur tatouage. Donc, bref, ça avait fait un premier scandale. Parce qu'évidemment, au Japon, les tatouages sont pas vus comme chez nous ou comme en Occident. Et il a également eu un gros souci de communication par rapport au dopage. Il avait été soi-disant contrôlé positif au cannabis. Et finalement, le deuxième échantillon avait été mal utilisé par la commission, qui elle-même avait déjà mal utilisé le premier échantillon parce qu'il ne l'avait pas stocké dans les règles de l'art. Du coup, ils l'ont accusé, lui et sa salle de sport, sa salle de boxe à Kazuto, ce qui lui ont causé beaucoup de dommages. Et finalement, il n'a pas été suspendu parce que ça a été prouvé qu'ils ont mal géré le cas et du coup, ils lui ont offert des excuses publiques, mais qu'il n'a jamais vraiment accepté. Il a toujours eu un peu mauvaise que ça se passe comme ça. C'est ce qui a un peu initié une certaine retraite, puis finalement revenir. Et donc là, voilà, maintenant, il en a un stade de sa carrière où il a été 4 fois champion du monde, comme on l'a dit. Il cherche ce cinquième titre dans une catégorie différente.
Et s'il l'obtient, effectivement, sa place numéro 3 sera consolidée. Et puis là, il fera vraiment partie des très très grands de ce sport. Sur son style, oui, on a discuté. Bon, voilà, c'est un style très 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 propre, hein, une technique excellente. Pareil, un menton très dur parce qu'il a jamais été, il a jamais perdu par KO. Les 4 défaites qu'il a, c'est par décision. Ah oui, tout de même, c'est assez intéressant de savoir que l'un des boxeurs références de Kazuto Yoka, c'est Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya, c'était qui est connu pour avoir un bras avant extrêmement bon, extrêmement variable pour en faire beaucoup de choses, mais qui n'avait pas non plus le bras droit le plus fort au monde. Et c'est vrai que c'est un parallèle que tu peux faire un peu avec Kazuto Yoka, que c'est une dominance du bras avant, et donc c'est ce qui le rend si technique et si fort et à la gestion de la distance. Mais que par contre, il manque peut-être encore un peu de punch malgré tout pour monter dans des catégories de poids supérieures, parce que ces KO viennent rarement d'une force incroyable, c'est plutôt d'une excellente technique et d'un timing incroyable du crochet du gauche, justement. Donc voilà, malgré ses déboires un peu avec la commission japonaise, les quelques problèmes qu'il a pu avoir et les problèmes qu'il a eu dans sa vie personnelle et les quelques retraites qu'il a pris, globalement, sa carrière de 2009 jusqu'à maintenant 2025, c'est quand même un enchaînement de 31 victoires et seulement 4 défaites, dont une en décision partagée et une autre qui est un peu discutable. Et globalement, c'est des montées en poids qui ont toujours été validées et réussi, récompensées par un titre de championnat du monde. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'il est, pour moi, troisième et devant Ebihara et Kenshiro. C'est qu'il a été le premier à le faire. Il ne faut pas oublier également qu'il a été le premier japonais à être champion du monde dans 2 divisions, puisque c'est seulement 11 combats qu'il lui a fallu pour être champion du monde dans 2 divisions. Voilà, c'est ce qui fait que j'ai Kazuto Yoka numéro 3. Et alors, devant lui, il reste que 2 monstres sacrés de la boxe japonaise. Bon, le numéro 2, c'est Naoya Inoue. Je vais peut-être faire un peu plus court sur lui parce que je pense que énormément de personnes qui regardent ce podcast connaissent Naoya Inoue, ils sont plutôt familiers avec lui. D'ailleurs, si vous suivez la boxe japonaise, il y a de grandes chances que vous soyez un grand fan de Naoya Inoue ou que du moins ce soit lui qui vous ait amené à la boxe et à la boxe japonaise. Qu'est-ce qu'on peut dire de Inoue? Pourquoi il est numéro 2? Alors, pourquoi il n'est pas numéro un? Je le justifierai après quand je parlerai du numéro un. Mais pourquoi il est numéro 2? Évidemment, c'est que déjà, bon, bah voilà, il a un résumé parfait pour le moment. Et surtout, il est arrivé avec cette génération de la boxe japonaise, là, tous ceux qui sont nés en 93, 95 à peu près, et ils ont vraiment mis le Japon en haut de la carte de la boxe. Et évidemment, Inoue, tout le monde en parle comme le Monster, donc c'est-à-dire que malgré des catégories de poids très basses, un peu comme Ebihara, c'est des highlights, des highlights, des highlights, que des KO de fou ou des combats légendaires. Je pense notamment au premier combat contre Nonito Donaire, où tout le monde donnait un peu notre Donaire perdant d'avance parce qu'il était plus âgé, parce qu'il a une longue carrière, et qui finalement il fait un combat super sérieux, super dur, et il arrive même à couper Naoya au-dessus de l'arcade, et que finalement, bah, Naoya il doit s'engager, il donne le mieux qu'il a pour gagner ce combat, ce qui était un combat incroyable. Euh, Qu'est-ce qui rend Naoya si fort? Bon, déjà, c'est un monstre athlétique, coaché par son père, donc il a une entente incroyable avec son père. Son bras avant, comme je mentionnais avec Kazuto Yoka, le bras avant de Naoya, c'est ce qui le rend si fort contre les gauchers. C'est qu'il peut presque dominer un combat juste avec son bras avant, comme il a fait contre Akhmad Aliev, par exemple, où il est capable, Naoya, d'aller à la bagarre, d'aller chercher les KO, mais il est également capable, s'il veut, de mettre 12 rounds à zéro et de rester derrière son jab et son crochet, d'accélérer quand il veut et non pas forcément dominer, mais de contrôler les échanges. Mais avant qu'il soit arrivé à ce niveau-là, il a été un destructeur pendant très 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 longtemps. Et pendant un moment, on s'est dit, on ne sait pas à qui mettre devant. Un petit truc un peu dommage pour Naoya, c'est que dans son CV, il manque, on a cité Nonito Donaire, qui est un grand nom de la boxe. La victoire contre Stephen Fulton, elle a fait extrêmement de bien à Naoya, surtout parce que Fulton a bien rebondi après cette défaite. Et puis c'était une défaite incroyable. Naoya, il avait super bien combattu ce jour-là. Il n'y avait pas eu photo lors de ce combat. Mais c'est dommage que quand il était à 115, donc à 52 kilos, il n'ait pas affronté justement les quelques noms qui traînaient, qui étaient un peu à l'élite. Ça lui aurait permis quand même d'avoir un CV un peu plus haut s'il avait pu choper du Quadras ou s'il avait pu choper Estrada, par exemple. Ça aurait été un sacré combat. Bon, c'est comme ça, c'est pas son CV. Malgré tout, sa carrière, elle n'est pas terminée à Naoya. Comme je vous disais, là, il y a de grandes chances qu'il fasse très vite son travail avec Picasso le 27 décembre, ce qui l'envoie directement au mois de mai au Tokyo Dome contre Nakatani. Et Nakatani contre Naoya Inoue, ce serait depuis Ebihara Fighting Harada le plus grand combat entre Japonais.
Ça, c'est monstrueux comme combat. Si jamais il gagne ça, Naoya Inoue, contre Nakatani, qui est plus jeune, qui est très costaud également, ce serait une victoire incroyable dans son CV, peut-être même sa plus grande victoire. Naoya, ce qui pêche un peu pour être tatillon, c'est que la qualité de son talent n'est pas récompensée par les noms sur son CV constamment. On a mentionné Fulton, on a mentionné Donner. Voilà, ça, c'est des noms qui l'aident. Là, s'il chope Nakatani, et alors, si jamais il chope Bam Rodriguez dans 1 ou 2 ans, là, j'en parle même pas, il se passerait peut-être numéro un, mais la personne qui est devant est trop loin devant pour l'instant. Euh, En revanche, en termes de boxe pure, Naoya, oui, je vous disais, il est parfait. On a parlé du bras avant, du jeu de jambes. Je pense que la force de ses points est effectivement correctement expliquée par les médias et on le voit bien quand il boxe. Mais en vrai, je pense que sa capacité technique est toujours sous-estimée. Son jeu de jambes est vraiment incroyable. Son mental aussi est super solide. Là, on voit dans les combats où il a été mis knockdown, il est revenu direct et il s'est reconcentré. Et après, il a toujours réagi très très rapidement derrière. Je pense notamment au combat contre Luis Neri et Cardenas. D'ailleurs, il prend le même knockdown. C'est toujours en position de gaucher que les mecs le touchent avec un crochet. Alors Cardenas, c'est un boxeur droitier, mais il avait switché juste au moment de mettre le crochet du gauche et Naoya est rentré dedans un peu naïvement. Mais après ça, c'était en mode full concentration et il n'y a plus de débordement. Et donc malgré ça, il est extrêmement fort contre les gauchers. Faut pas prendre ces deux extraits pour dire ah, Naoya il est vulnérable contre les gauchers. C'est pas vraiment vrai. C'est plus un manque de concentration ou même un peu, moi je disais un peu d'arrogance technique. C'est qu'il est tellement au-dessus qu'il des fois il entre un peu naïvement dans la poche. Et là, vous voyez que contre Akhmadaliev, il l'a pas fait une seule fois. C'était full concentration et c'est 12 rounds à zéro, clair et net. Donc ouais, en termes de capacité, il est incroyable. Moi, personnellement, en termes de capacité et juste de meilleur, pour moi, c'est le meilleur de tous les temps au Japon. Il lui manque juste ces quelques noms pour pouvoir monter d'une étape et c'est faisable, hein. Il y a de grandes chances pour moi qu'il batte Nakatani, ce qui est déjà une victoire monumentale. Il pourrait peut-être même y avoir un rematch selon la qualité du combat. Et que si jamais Bam Rodriguez, qui pour moi est actuellement le boxeur avec le plus de capacité, s'il monte en poids et que ça fonctionne pour lui, effectivement, un affrontement contre Naoya, qui même s'il est un peu, serait plus âgé, et si Naoya gagne ce combat, là, effectivement, ça lui garantit un statut de légende totale. Donc voilà, je vais pas en faire plus longtemps sur Naoya. Je pense qu'on suit tous sa carrière de très près. On est tous des grands fans, à juste titre, parce qu'il est exceptionnel. Et donc voilà, c'est mon numéro 2 des 10 plus grands boxeurs japonais. Et donc on arrive donc finalement au top un de ce classement. Donc qui est le plus grand boxeur japonais de tous les temps à ce moment même? Et c'est donc Fighting Harada. Je pense que c'est un nom que vous avez déjà entendu, dépendant de votre passion ou intérêt pour la boxe japonaise. Alors pourquoi il est un et pourquoi c'est pas Naoya? Alors, c'est parce qu'il a 2 victoires historiques sur Eder Joffrey, le boxeur brésilien. Je vous ai mentionné en numéro 10 qu'il y avait Shibata, qui avait la victoire contre Saldivar, qui était peut-être la deuxième meilleure victoire de l'histoire de la boxe japonaise. Et ben les 2 victoires d'Eder Joffre par Fighting Harada, c'est les 2 meilleures victoires de la boxe japonaise tout court. C'est-à-dire que Joffre, il avait une telle domination sur la boxe, c'était tellement un tel talent que ce qu'a fait Fighting Harada, c'est incroyable. Il n'était pas favori à l'époque de ces combats. Et ce qu'il allait chercher pour battre le Brésilien, c'est vraiment quelque chose qui a propulsé le Japon sur la scène internationale de la boxe, encore une fois dans les années 60. Et c'est devenu l'icône absolue de la boxe japonaise post-guerre. Fighting Harada, il découvre la boxe quand il est jeune, quand il est au collège. Et rapidement, il est réputé pour sa dureté et son explosivité. Et il gagne tous les combats qu'il fait au début. D'ailleurs, comme on a déjà mentionné dans son combat contre Ebihara, il l'envoie 2 fois au tapis. Suite à ça, il enchaîne 26 victoires consécutives. Les années 60 en boxe, c'est également l'âge d'or de la boxe à la télé. Et il y a genre près de 8 ou 9 combats par semaine. Du coup, Arada, comme il combat souvent, bah, effectivement, il devient très très rapidement une star nationale. Arada également, il a une connexion particulière avec King Pech, le boxeur thaïlandais, dont on a déjà mentionné le nom lorsqu'on parlait de Ebihara, puisque c'est des adversaires en commun qu'ils ont eus. En 1962, alors qu'il a que 19 ans, Fighting Arada, alors qu'il n'est pas favori, il affronte également King Pech et il le tabasse. Tabasse tellement qu'il finit par le mettre KO au 11e round. Et du coup, il remporte ce combat. Et d'ailleurs, le KO, c'est une combinaison de je ne sais pas combien de coups, super impressionnant à voir. Et donc, bah, il remporte ce titre tant attendu pour le Japon lorsqu'il a 19 ans.
Il perd également le rematch contre Pumpkin Patch qui le remporte à Bangkok comme il avait fait contre Ebihara et de toute façon, Harada n'avait pas réussi à faire le poids des bantams. Du coup, il est obligé de monter d'une catégorie. Mais à 19 ans, il était déjà devenu champion du monde en battant une légende. En 1963, il affronte Joe Medel et il perd ce combat par KO. Et ça, c'est un gros stop dans sa carrière à ce moment-là. Et donc il prend une pause et il revient plus fort et regagne 2 autres combats en 1963. Mais son exploit le plus important, effectivement, il arrive en 1965, lorsque je l'ai dit, lorsqu'il affronte Eder Joffrey, considéré comme l'un des plus grands bantams de tous les temps, si ce n'est le plus grand bantam de tous les temps, qui était invaincu avec plus d'une 45-47 KO et qui avait défendu son titre 8 fois en gagnant tout le temps, tout le temps, tout le temps par KO. Personne ne croyait en Harada. Mais du coup, il a réalisé l'impensable avec une pression constante. Cette victoire, elle s'est gagnée dans la dureté, dans la ténacité et il a réussi à casser, Eder Joff, ce que personne n'avait fait et donc voilà, c'est un mental, d'acier, invulnérable et il s'impose du coup par décision partagée et devient champion WBA, WBC, grâce à cette victoire et alors, ce qui est fou, c'est qu'il y a un rematch et il va battre Eder Joffrey encore dans ce rematch et suite à ça, il y a des victoires qui vieillissent mal. Elle a vieilli parfaitement parce que suite à ça, ils vont plus jamais s'affronter, mais Eder Joff ne va plus jamais reperdre un match. Jusqu'à la fin de sa carrière, il va jamais reperdre un match. Et donc suite à cet exploit, il a plusieurs défenses et d'autres challenges qui l'attendent. Notamment, il veut monter encore une fois en catégorie de poids pour être 3 fois, 3 fois champion dans une catégorie différente et il va affronter, Johnny Famuchen en Australie et malheureusement, il va perdre ce combat et lors du rematch, il va le perdre par KO. C'est ce qui va l'amener à prendre sa retraite. Donc il quitte la boxe avec 55 victoires, 23 KO et 7 défaites, sans être jamais battu par un Japonais. Et en fait, Harada, c'est un mec dont la carrière a été, heu, ruiné ou challengé énormément par les coupes de poids. C'était extrêmement difficile pour lui de perdre le poids. Combattre dans le ring, il y avait zéro problème, mais il avait eu des pertes de poids qui étaient extrêmement difficiles, où presque il disait dans les chambres d'hôtel, il courait pour aller boire l'eau des toilettes tellement il était déshydraté et que tout son staff s'occupait de verrouiller tous les accès à l'eau pour qu'il puisse couper et que pour lui, ça a toujours été un truc très, très, très compliqué. D'ailleurs, Fighting Harada, malgré qu'il était, champion, très tôt dans sa carrière, à 19 ans, en battant la légende thaïlandaise. Lui, il a une philosophie de la boxe qui est un peu différente, où il croit à une boxe de la faim, de la dureté. Il trouve que les jeunes boxeurs de nos jours, on leur donne tout trop vite et qu'ils ont jamais cette faim et cette nécessité pour devenir des combattants extrêmement forts mentalement. Et donc au-delà du record victoire-défaite, lui, il croit surtout à l'effort, l'endurance, le don de soi. C'est vraiment ça qui a fait toute sa carrière. C'est évidemment qu'il avait des capacités athlétiques et des capacités techniques importantes, mais pour lui, ça a toujours été la force mentale qui faisait la différence. D'ailleurs, si vous connaissez, la boxe au Japon, vous connaissez le Korakuen Hall, notamment si vous regardez Hajime no Ippo ou si vous le lisez et il a fait son mariage Fighting Harada à Korakuen Hall parce qu'il a combattu tellement de fois dedans qu'il considère ça comme sa maison. Donc c'est vraiment le cœur de la boxe, japonaise. Donc parmi les combats, que vous pouvez trouver sur internet de Fighting Harada, je vous conseille quand même son combat de 1967 contre Bernardo Caraballo, parce que la qualité est très, très bien. Si jamais vous avez du mal à regarder des combats qui sont un peu, voilà, d'une qualité, numérique pas suffisante et ben regardez, celui-là, la qualité est vraiment excellente et c'est un excellent combat également. Vous verrez les qualités et ce qui rend spécial Fighting Harada et puis évidemment, la victoire contre Eder Joff, surtout la première, elle est disponible également sur internet. La qualité est moins bien, mais c'est tellement historique que ça vaut le coup de le regarder et encore je vous dis, j'ai même pas les mots pour vous dire à quel point ce mec était un animal et un mec dur qui fonce tout le temps. Il faut vraiment aller regarder ses combats et vous comprendrez par vous-même. Donc voilà, c'est, Fighting Harada qui finit mon top, 10. Comme je disais, peut-être que Naoya, vu que sa carrière, il lui reste du temps, ou Nakatani, peut-être que ces mecs-là arriveront à le bousculer, mais je pense que son importance culturelle et ce qu'il a accompli, notamment les victoires qu'il a eues sur son résumé, le laisse numéro un. Donc voilà, juste pour faire un retourner sur le top 10, on a évidemment à la 10e place Kuniaki Shibata, qui ensuite est suivi par, Ozumi Hasegawa à la 9e place. À la 8e place, on a Junto Nakatani, dont la carrière est toujours en cours, dont on peut attendre de futurs grands résultats potentiellement. À la place numéro 7, on a la légende d'Okinawa, Yoko Gushiken, qui effectivement, lui, on disait, c'est plus le style qui l'a amené à cette position, qui a révolutionné le style de la boxe plus que par les résultats. À la 6e place, on a Kosei Tanaka, qui était donc le premier japonais, à devenir champion du monde après 5 combats.
ce qui a changé beaucoup de choses dans le monde de la boxe et pourquoi, par exemple, on peut penser que des mecs comme, Tomoya Tsuboy actuellement pourraient devenir champion après, 5 ou 6 combats également. C'est pas impossible. Évidemment, à la 5e place, on a mon chouchou Kenshiro Teraji qui lui a complètement dominé les classes les plus petites de la boxe et avec, énormément de panache et de drama. Et à la place numéro 4, on a la légende Hiroyuki Ebihara, qui, on l'a dit, un peu comme Fighting Harada, c'est la même génération, c'était le père, mais numéro 2, qui ont beaucoup d'adversaires en commun et qui a gagné par énormément, énormément de KO. Numéro 3, évidemment, on a monté c'est Kazuto Yoka, qui est vraiment la constance, un mec qui a une carrière qui qui s'arrête presque jamais et qui, malgré qu'il ait pris plusieurs retraites, mais qui constamment dans la qualité. Il a pas forcément énormément d'adversaires à un nom incroyable, mais c'est toujours que des athlètes de top niveau quand même, champion du monde et il a une constance qui est incroyable, de plus d'être un boxeur, extrêmement talentueux avec, un bras avant incroyable. Numéro 2, c'est la plus grande star actuelle, c'est Naoya Inoue et la grande question, c'est est-ce qu'il lui reste encore assez de temps pour attraper des noms légendaires qui le propulseraient à la place numéro 1? Mais en tout cas, son impact sur la boxe actuelle est évidemment considérable puisque du coup, il a complètement révolutionné la boxe au Japon de l'ère moderne. Et donc numéro 1, on a notre légende Fighting Harada dont on vient de parler. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Désolé si c'était un peu long. J'ai essayé de pas trop prendre trop de temps, mais je suis un peu bavard. Et il y a des choses également, il y a toujours beaucoup de choses à discuter. J'essaie de donner le principal. Évidemment, si vous avez peut-être pas la même liste, il y a peut-être des noms genre Jiro Watanabe qui sont pas dans cette liste que vous comprenez pas ou d'autres champions plus récents. Effectivement, il y en a beaucoup. Des fois, ça dépend de la catégorie de poids également, parce que moi, je valorise plus les petites catégories. Et puis, parfois, c'est aussi la durée de la carrière ou alors le nombre de défaites. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, ou le panache également des victoires. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre top 10 ou les noms que vous êtes curieux de ne pas avoir trouvé dans cette liste ou juste ce que vous avez découvert dans cette vidéo. Et voilà. On se retrouve bientôt, c'était un plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao.